Il existe vraiment deux manières de vivre sur cette planète. Et cette différence commence dès le matin, au moment où tu ouvres les yeux. Il y a ceux qui se lèvent parce qu'il faut, parce que les factures attendent, parce que le loyer ne se paie pas tout seul, parce que la peur de manquer pousse à avancer même quand on n'a plus d'énergie. Et il y a ceux qui se lèvent parce qu'ils ont un plan, une direction, une intention. Les premiers travaillent pour tenir debout. Les seconds travaillent pour bâtir quelque chose qui les dépasse. C'est une nuance qui paraît petite, mais elle décide de toute une vie. Quand tu cours après un salaire, tu poursuis un chiffre. Tu poursuis un paiement, une récompense immédiate, une validation courte. Ton mois est organisé autour d'une date, celle où tombe le virement. Tu vis au rythme d'un cycle où l'on donne du temps contre de l'argent, encore et encore. Et plus tu entres dans ce système sans le questionner, plus tu finis par confondre mouvement et progrès. Tu es occupé, tu es fatigué, tu fais des efforts, mais tu n'avances pas forcément vers une liberté réelle. Tu avances vers la prochaine échéance. À l'inverse, quand tu cours après un sens, tu poursuis une construction. Tu ne cherches pas seulement à gagner plus, tu cherches à comprendre comment créer, comment améliorer, comment laisser une trace. Tu te demandes « Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer ? Et est-ce que ça peut continuer sans moi ?» Tu ne te limites plus à survivre, tu passes au stade où tu veux développer. Et c'est là que naît une forme de puissance, la capacité de choisir. Beaucoup de gens se trompent de questions toute leur vie. Ils demandent « Comment puis-je gagner plus ?» Ils pensent que le problème est le montant. Alors ils cherchent une augmentation, ils multiplient les heures, ils ajoutent des tâches, ils acceptent des sacrifices, ils s'usent. Mais gagner plus ne règle pas le vrai sujet. Parce que le sujet, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. C'est ce que tu fais pousser. C'est ton niveau de contrôle sur ta journée, ta semaine, ton avenir. Tu peux gagner beaucoup et rester prisonnier. Tu peux gagner modestement et construire une liberté si tu sais transformer ton argent en levier. Pose-toi une question simple mais brutale. Combien de temps peux-tu vivre si tes revenus s'arrêtent demain? Et une autre encore plus importante, si ton énergie baisse, si tu tombes malade, si un imprévu arrive, est-ce que ton système de vie tient debout? Si la réponse est non, alors tu n'as pas de sécurité. Tu as juste une habitude confortable. Parce que la sécurité dont parle la majorité, c'est souvent une illusion bien habillée. Un emploi, un salaire, un poste, une routine, ça ressemble à de la stabilité. Mais tant que tu dépends d'un seul canal, tant que tu échanges tes heures contre ton existence, tu es attaché. Et ce lien, même s'il est doux, reste un lien. Le piège, c'est que cette chaîne peut être brillante. Elle peut offrir des avantages, du confort, une petite paix mentale. Elle peut te donner l'impression d'être installé. Mais elle peut aussi, lentement, grignoter quelque chose de plus précieux que l'argent. Ton temps, ton attention, ta créativité, ton ambition. Parce que lorsque ton quotidien est entièrement absorbé par le besoin de tenir, tu n'as plus l'espace de construire. Tu rentres épuisé, tu repousses tes idées, tu remets ton projet à plus tard, et plus tard devient un cimetière où s'entassent les rêves. La vérité, c'est que ton temps est ton actif le plus rare. L'argent, tu peux en regagner. Le temps, non. Chaque heure que tu vends pour survivre est une heure que tu ne récupéreras jamais. Et si tu n'apprends pas à faire travailler ton argent à ta place, tu deviens le moteur principal de ta propre vie, sans arrêt, sans relais, sans multiplicateur. Tant que ton argent ne travaille pas plus dur que toi, tu restes dans une prison invisible, celle où tu dois être présent pour que l'argent existe. C'est pour ça que les riches ne se contentent pas de travailler. Ils construisent. Ils cherchent des systèmes. Ils cherchent des méthodes. Ils cherchent des structures qui produisent de la valeur même quand eux ne sont pas là. Ils créent une machine, même petite, puis ils l'améliorent. Ils ne se demandent pas seulement comment obtenir un salaire, ils se demandent comment créer un flux. Comment faire en sorte qu'un effort d'aujourd'hui se transforme en résultat demain et encore après-demain. Et là se trouve un principe que peu de gens acceptent réellement. On ne te paie pas pour ton temps, on te paie pour la valeur que tu apportes. Deux personnes peuvent passer le même nombre d'heures au même endroit, dans la même entreprise. L'une restera au minimum parce qu'elle fournit une valeur standard, remplaçable.
L'autre montera très haut parce qu'elle résout un problème important, rare, complexe, ou parce qu'elle produit un résultat que peu savent produire. Le marché ne récompense pas la fatigue, il récompense l'impact. Il ne paie pas l'effort en soi, il paie ce que cet effort crée. Donc le premier changement le plus puissant, ce n'est pas de travailler plus, c'est de devenir plus compétent, plus précis, plus discipliné, plus utile, plus stratégique, plus capable de produire un résultat mesurable. Et dès que tu commences à raisonner comme ça, tu arrêtes de courir après une paix, tu commences à courir après une transformation. Parce que si tu doubles ta valeur, ton revenu finit par suivre. Pas par magie, par logique. Tu dois comprendre ceci. Travailler pour l'argent te garde dans la survie. Travailler pour la valeur t'ouvre la porte de la liberté. L'un t'apprend à obéir au temps. L'autre t'apprend à construire un avenir. Et tout commence par une décision intérieure. Est-ce que tu veux juste tenir ou est-ce que tu veux bâtir? Le deuxième grand basculement, c'est comprendre que la sécurité que tu poursuis peut devenir la prison la plus confortable de ta vie. Beaucoup pensent qu'un salaire est un filet, une garantie, un plan solide. Ils se disent que tant qu'ils ont un poste, tant qu'ils restent sérieux, ponctuels, loyaux, tout ira bien. Ils se rassurent avec l'idée que le système les protégera. Et c'est exactement là que l'illusion commence, parce qu'un salaire ne t'appartient pas. Il dépend d'une décision qui peut changer sans prévenir. Il dépend d'une économie qui n'a aucune obligation de te ménager. Il dépend d'un patron, d'un marché, d'une tendance, d'une restructuration, d'une crise. Et tout ce qui dépend d'autre chose que toi n'est jamais une vraie sécurité. Un salaire peut être stable pendant des années, puis disparaître en une seule réunion. Une entreprise peut te féliciter le lundi et te remercier le vendredi. Une carrière peut sembler solide jusqu'au jour où la technologie, la concurrence, un changement de stratégie ou une baisse de budget te rend non essentiel. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour réveiller. Parce que la vraie fragilité, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de dépendre d'une seule source pour vivre. C'est pour ça que tu dois voir ton emploi différemment. Pas comme ta destination, mais comme un outil. Un emploi, quand il est bien utilisé, est un terrain d'entraînement. Il t'apprend la discipline, l'organisation, la rigueur, la communication, la responsabilité. Il te met face aux règles du marché. Il te montre comment une entreprise fonctionne, comment les décisions se prennent, comment la valeur circule. Et ça, c'est précieux. Mais si tu transformes cet endroit en maison définitive, tu finis par t'installer dans une cage. Une cage propre, bien éclairée, parfois climatisée, mais une cage quand même, parce qu'elle te vole un actif plus grand que l'argent, ton futur. Le piège, c'est que le salaire arrive régulièrement, et cette régularité endort l'urgence de construire autre chose. Tu te dis que tu commenceras plus tard quand tu auras plus de temps, plus d'énergie, plus de stabilité. Mais le plus tard se prolonge. Les mois passent, les années passent. Et sans t'en rendre compte, tu échanges tes meilleures années contre une routine qui te donne juste assez pour recommencer. C'est là qu'intervient une stratégie simple, mais radicale. Utiliser ton salaire pour acheter ta liberté. Pas en le dépensant comme une récompense, mais en le transformant en capital, en le transformant en carburant pour créer un second pilier. Le but n'est pas de quitter ton job demain. Le but est de construire quelque chose qui, un jour, rendra ton job optionnel. Quand ton job devient optionnel, tu changes de statut dans la vie. Tu n'es plus coincé. Tu choisis. Et le choix, c'est le luxe ultime. Concrètement, ça commence par une décision financière et mentale. Décider qu'une partie de ce que tu gagnes ne sera plus consommée, mais plantée. Comme une graine. Tu peux commencer petit, mais tu dois commencer sérieusement. Mettre de côté un pourcentage fixe, pas quand il reste quelque chose, mais en premier, avant les dépenses inutiles, avant les plaisirs impulsifs. Parce que si tu attends le reste, il ne restera jamais rien. Ton cerveau trouvera toujours une raison de tout utiliser. Cette réserve n'est pas une punition, c'est une stratégie. C'est ton fonds de liberté. C'est ce qui va te permettre de respirer, de prendre des décisions sans panique, de financer un projet, d'apprendre une compétence, d'investir, de faire une transition sans t'écrouler. Et plus tu alimentes ce fonds, plus ton esprit se calme, parce que tu sens que tu récupères le contrôle. Ensuite, tu dois convertir l'argent en quelque chose qui te rapporte.
Tu peux investir dans une compétence qui augmente ta valeur et ouvre une nouvelle source de revenus. Tu peux lancer un projet parallèle. Tu peux créer un service que tu proposes en dehors de ton travail. Tu peux apprendre une compétence monétisable et commencer à vendre ton expertise. Tu peux investir, même modestement, dans des actifs qui prennent de la valeur ou rapportent un flux. L'essentiel, ce n'est pas la taille au début, c'est l'habitude de construire. C'est aussi pour ça que tu dois te fixer une date de liberté. Pas une date magique, une date stratégique. Un jour où tu veux que tes revenus externes, tes actifs, ton système couvrent une partie importante de tes besoins. Cette date te donne une direction. Sans date, tu restes dans l'intention floue. Avec une date, chaque action prend du sens. Chaque effort devient un pas. Et tu n'es plus en train de subir le travail, tu l'utilises. Parce que la vraie sécurité n'est pas un salaire. La vraie sécurité, c'est ta capacité à produire, ta capacité à t'adapter, ta capacité à créer de la valeur. Quand tu sais produire, tu peux perdre un job sans perdre ta vie. Quand tu sais créer, tu peux traverser une crise sans t'effondrer. Quand tu sais servir un marché, tu peux reconstruire, parce que tu n'es pas attaché à un employeur, tu es attaché à ta valeur. Un salaire peut être une chaîne, oui, mais il peut aussi être un tremplin si tu le traites comme tel. Ce n'est pas le fait d'avoir un emploi qui te bloque, c'est le fait d'en faire ton unique plan. Utilise ton poste pour apprendre, pour observer, pour financer, pour tester, pour bâtir. Et surtout, refuse de laisser la routine t'endormir. Tant que tu dépends d'un salaire pour exister, quelqu'un d'autre détient une partie de ta vie. Mais dès que tu commences à bâtir des revenus qui ne dépendent pas directement de ta présence, tu reprends ton temps. Tu reprends ton futur. Et tu passes du mode survie au mode mission. La troisième étape, celle que très peu de personnes franchissent réellement, consiste à comprendre que le temps est plafonné, mais que les systèmes ne le sont pas. Tant que chaque euro que tu gagnes exige ta présence physique ou mentale immédiate, tu restes prisonnier de l'horloge. Tu peux optimiser ton emploi du temps, mieux t'organiser, travailler plus vite, mais tu resteras enfermé dans la même équation. Plus d'efforts pour un gain limité. La journée n'a que 24 heures et aucune motivation au monde ne peut en ajouter une seule de plus. C'est là que naît la différence fondamentale entre ceux qui s'épuisent et ceux qui avancent. Les premiers vendent leur temps. Les seconds investissent leur temps. Vendre ton temps, c'est l'échanger contre une rémunération immédiate qui s'arrête dès que tu t'arrêtes. Investir ton temps, c'est accepter un effort aujourd'hui pour un résultat qui continue demain, et après-demain et parfois pendant des années. Cette distinction change tout parce qu'elle transforme ton rapport au travail, à l'effort et à la patience. À un moment, il faut se poser une question honnête. Si tu cessais de travailler pendant un mois, que se passerait-il? Pour beaucoup, la réponse est brutale. Plus rien ne rentrerait. Et ce constat n'est pas un jugement, c'est un signal. Il montre que tout ton système repose sur toi, et uniquement sur toi. Sans relais, sans mécanisme, sans structure. C'est exactement ce que les systèmes viennent corriger. Un système, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou réservé aux grandes entreprises. Un système, c'est simplement une structure qui produit un résultat sans exiger ta présence constante. Cela peut être un processus, un actif, une méthode, un contenu, un produit, une équipe, une automatisation. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que ton effort initial continue de travailler même quand tu n'es pas actif. Regarde comment fonctionne la nature. Un agriculteur ne récolte pas parce qu'il travaille tous les jours au même endroit avec la même intensité. Il plante, il organise, il entretient, puis il récolte sur la durée. Son travail est concentré dans la création du système, pas dans la répétition éternelle du même geste. Il y a un avant, un pendant et un après. Et l'après est souvent plus long que l'effort initial. C'est exactement le principe du levier. Le levier, ce n'est pas la dette, ni la manipulation, ni le risque inconsidéré. Le levier, c'est l'utilisation intelligente de ce que tu possèdes déjà, ton temps, ton énergie, tes compétences, tes idées, les outils à ta disposition et les personnes avec qui tu travailles. Lorsque ces éléments sont combinés intelligemment, un petit effort peut produire un grand résultat. Et ce résultat peut se répéter. Beaucoup passent leur vie à croire qu'ils n'ont pas les moyens de créer des systèmes. En réalité,
ils posent la mauvaise question. La vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai assez de ressources ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je fais encore manuellement alors qu'il pourrait être automatisé, structuré ou délégué ?» Même à petite échelle, même imparfaitement, chaque système que tu mets en place libère une partie de ton temps et de ton énergie. Un système peut commencer très simplement. Un document qui explique comment faire une tâche, un contenu créé une fois et consulté 1000 fois, une compétence transformée en service clair, un outil qui remplace une action répétitive, une collaboration où chacun a un rôle défini. Ce sont des briques. Et ces briques, mises ensemble, construisent quelque chose de bien plus grand que toi seul. Le changement le plus profond se fait dans la tête. Tant que tu penses comme un exécutant, tu te demandes comment faire plus vite, plus longtemps. Quand tu commences à penser comme un propriétaire, tu te demandes comment faire en sorte que le résultat arrive même quand tu n'es pas là. Cette question modifie ton comportement. Tu réfléchis différemment, tu organises différemment, tu construis différemment. C'est pour ça que les riches ne travaillent pas nécessairement plus que les autres. Ils ont simplement appris à faire en sorte que ce qu'ils créent continue de produire. Ils privilégient la construction à la répétition, la structure à l'effort brut, la stratégie à la fatigue. Ils comprennent que leur valeur ne réside pas dans le nombre d'heures fournies, mais dans la capacité à mettre en place quelque chose qui fonctionne sans eux. À partir du moment où tu construis des systèmes, ton temps commence à te revenir. Tu n'es plus obligé d'être partout, tout le temps. Tu peux penser, ajuster, améliorer, créer. Tu passes d'un mode où tu subis le travail à un mode où tu le diriges. Et cette transition est l'un des tournants les plus puissants vers la liberté, parce qu'elle te permet enfin de racheter ton temps. Construire des systèmes, ce n'est pas chercher à ne plus rien faire. C'est chercher à faire mieux, une fois pour ne pas avoir à refaire indéfiniment. C'est accepter un effort intelligent aujourd'hui pour une liberté progressive demain. Et dès que tu entres dans cette logique, tu sors définitivement de la course sans fin contre l'horloge. La quatrième étape consiste à comprendre qu'un seul revenu est une fragilité déguisée. Tant que toute ta vie financière repose sur une unique source, tu avances sur une ligne étroite sans protection. Peu importe que ce revenu soit élevé ou modeste, stable ou irrégulier, le risque reste le même. S'il disparaît, tout s'arrête. Et dans un monde où l'économie change vite, où les entreprises se réorganisent, où les technologies remplacent des métiers entiers, dépendre d'un seul flux n'est pas de la sécurité, c'est de l'exposition. Beaucoup de personnes confondent stabilité et dépendance. Elles pensent que tant qu'un salaire tombe chaque mois, tout va bien. Mais cette tranquillité repose sur des facteurs qu'elles ne contrôlent pas. Une décision prise loin d'elles, un changement de marché, une crise, et l'équilibre se brise. Les personnes financièrement libres ont intégré cette réalité très tôt. La sécurité ne vient pas d'un seul pilier, elle vient de la diversité. C'est pour cela que les riches ne construisent pas un revenu, ils construisent des flux. Un flux, c'est de l'argent qui entre de manière répétée, avec des sources différentes, des mécanismes distincts. Ils ne misent pas tout sur un chèque ou une activité unique. Ils répartissent. Ils multiplient les points d'entrée. Ils créent des rivières plutôt qu'un seul robinet. Il existe 3 grandes catégories de flux qui structurent une vie financière solide. Le premier est le revenu actif. C'est celui qui provient directement de ton travail, ton emploi, ton entreprise, ton activité principale. Il est indispensable, surtout au début, mais il reste limité par ton temps et ton énergie. Le deuxième est le revenu passif. C'est celui qui continue de tomber même lorsque tu ne travailles pas directement. Loyer, droits d'auteur, dividendes, produits numériques automatisés. Le troisième est le revenu de portefeuille. Il correspond à la croissance à long terme de tes investissements, ceux qui prennent de la valeur avec le temps et génèrent des rendements. L'erreur courante est de vouloir tout faire en même temps ou de croire qu'il faut commencer grand. En réalité, la stratégie est simple et progressive. Tu utilises ton revenu actif comme moteur de départ. C'est lui qui finance l'apprentissage, les tests, les premières erreurs. Puis tu t'en sers pour construire un deuxième flux, souvent basé sur ce que tu sais déjà faire.
Tes compétences, ton expérience, ton savoir peuvent être transformés en services, en produits, en accompagnement, en contenu monétisable. Une fois qu'un deuxième flux commence à exister modestement, quelque chose change dans ton esprit. Tu n'es plus entièrement dépendant. Tu vois qu'il est possible de créer de la valeur ailleurs. Cette première diversification est plus psychologique que financière. Elle te prouve que ton revenu n'est pas lié à un seul endroit ni à une seule personne. Et cette prise de conscience est puissante. Ensuite vient la discipline du réinvestissement. Quand l'argent entre par ces nouveaux canaux, la tentation est grande de l'utiliser pour améliorer immédiatement ton confort. Mais ceux qui construisent sur le long terme font un autre choix. Ils réinjectent une partie de ces gains dans des actifs. Ils achètent du temps futur. Ils transforment un euro en une machine capable d'en produire d'autres. Petit à petit, les flux commencent à se renforcer les uns les autres. Le revenu actif nourrit l'investissement. L'investissement génère du passif. Le passif libère du temps. Et ce temps libéré permet de créer encore plus de valeur. C'est un cercle vertueux. À l'inverse, rester avec un seul revenu crée un cercle fermé. Travail, dépenses, fatigue, répétition. Penser en flux de revenus oblige aussi à changer ta manière d'évaluer l'argent. Chaque euro n'est plus simplement fait pour être dépensé. Il doit avoir une mission. Soit il crée un autre euro, soit il protège ce que tu possèdes déjà. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, il est mal utilisé. Cette logique transforme ta relation à l'argent et t'éloigne définitivement de la survie. Il est important de comprendre que la diversification n'est pas une fuite en avant. Ce n'est pas multiplier les projets sans direction. C'est construire intelligemment, étape par étape, des sources cohérentes, alignées avec tes compétences et tes objectifs. Même de petits flux au début peuvent devenir solides avec le temps, la constance et la patience. La liberté financière ne vient pas d'un gros coup unique. Elle vient d'un système qui tient debout même quand une partie vacille. Quand tu as plusieurs sources, une baisse dans l'une n'anéantit pas tout. Tu peux ajuster, corriger, rééquilibrer. Tu passes d'un état de vulnérabilité à un état de résilience. Et c'est là le véritable avantage des flux multiples. Ils ne te donnent pas seulement plus d'argent. Ils te donnent de la stabilité réelle, celle qui repose sur ta capacité à créer, à t'adapter et à reconstruire. Tant que tu dépends d'un seul revenu, tu avances avec peur. Dès que tu en construis plusieurs, tu avances avec stratégie. La 5e étape marque un changement encore plus profond, car elle ne concerne plus seulement l'argent ou les systèmes, mais ton identité. À ce stade, la différence fondamentale apparaît entre travailler dans un système et posséder le système. La majorité des gens passent leur vie à faire fonctionner la structure de quelqu'un d'autre. Ils donnent leur énergie, leurs idées, leur temps pour nourrir un projet qui ne leur appartient pas. Pendant ce temps, leur propre vision reste en arrière-plan, mise en pause, parfois oubliée. Ce n'est pas un manque de talent qui les retient, c'est un rôle qu'ils n'ont jamais remis en question. Travailler pour survivre et travailler pour construire sont deux états d'esprit totalement différents. Quand tu travailles pour un salaire, ta priorité est la continuité immédiate. Tu veux que le mois se termine sans incident. Tu ajustes tes décisions pour ne pas prendre de risques. Ton revenu est plafonné par un contrat, un poste, une grille. Dès que tu t'arrêtes, tout s'arrête. À l'inverse, quand tu possèdes une part de ce que tu construis, ton rapport au travail change. Tu penses en termes de croissance, de long terme, de valeur accumulée. Tu ne cherches plus seulement à exécuter, tu cherches à bâtir. La possession est un multiplicateur invisible. Elle transforme le même effort en résultats totalement différents. Deux personnes peuvent fournir la même énergie, mais celle qui possède récolte bien plus, parce qu'elle bénéficie de l'effet cumulé du temps. Quand tu possèdes, même une petite part, ton travail continue à produire après l'effort initial. C'est cette continuité qui crée la richesse durable. L'erreur fréquente est de croire que la possession commence avec une grande entreprise, un capital énorme ou un projet spectaculaire. En réalité, la possession commence dans l'esprit. C'est une manière de regarder ce que tu fais chaque jour et de te demander si cela te rapproche ou t'éloigne de quelque chose qui t'appartient. Un propriétaire ne se demande pas combien il va gagner ce mois-ci, il se demande ce qu'il est en train de construire cette année.
Penser comme un propriétaire, c'est aussi refuser de limiter sa valeur à une fiche de poste. Tu comprends que ton temps, tes idées, ton savoir, ton réseau sont des actifs potentiels. Tu peux les structurer, les organiser, les transformer en quelque chose qui a une existence propre. Même une idée, même une méthode, même une expertise peut devenir un actif si elle est correctement encadrée. C'est pour cela que l'équité est plus importante que le salaire. Le salaire te paie pour aujourd'hui, l'équité te paie pour demain. Elle te donne une part de ce que tu aides à créer. Elle aligne ton effort avec la croissance du projet. Plus tu contribues à quelque chose que tu possèdes, plus tu renforces ta liberté future. Sans équité, tu restes dépendant. Avec elle, tu construis un levier durable. Tu n'as pas besoin de posséder tout. Posséder une part suffit pour changer ta trajectoire. Une participation dans une entreprise, un partenariat, une marque personnelle, un produit, un projet créatif, un actif intellectuel. L'important n'est pas la taille initiale, mais le fait que ce soit à toi. Quelque chose que tu peux développer, améliorer, transmettre. Dès que tu passes de la logique de simple exécutant à celle de partenaire, ton comportement évolue. Tu deviens plus attentif aux résultats qu'aux horaires. Tu observes les chiffres, les processus, les décisions. Tu réfléchis à l'impact de chaque action. Tu prends des initiatives non parce qu'on te le demande, mais parce que ton intérêt est aligné avec celui de la création. Cette transformation mentale est puissante. Elle te sort de la dépendance émotionnelle au salaire. Tu ne vois plus l'emploi comme une fin, mais comme un moyen. Tu comprends que le salaire est un outil temporaire pour financer quelque chose de plus grand. Il n'est plus ton identité, il devient une ressource. Posséder, c'est aussi accepter une responsabilité différente. Tu ne peux plus te cacher derrière des excuses. Quand quelque chose ne fonctionne pas, tu ajustes, tu apprends, tu corriges, tu deviens acteur plutôt que spectateur. Et c'est précisément cette responsabilité qui développe ta capacité à créer de la richesse réelle. Au final, la plus grande différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent n'est pas le talent ou la chance. C'est la volonté de posséder ce qu'ils construisent. Tant que tu échanges uniquement ton temps contre de l'argent, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre. Dès que tu commences à bâtir quelque chose qui t'appartient, même petit, tu changes de camp. Et ce changement marque le véritable point de départ de la liberté. La 6e étape repose sur un actif que presque tout le monde possède, mais que très peu exploitent réellement, le savoir. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, le savoir ne peut pas être confisqué, volé ou détruit par une crise. Tu peux perdre un emploi, un investissement, une entreprise, mais ce que tu as appris, compris et intégré reste en toi. Et c'est précisément pour cette raison que le savoir est l'un des leviers les plus puissants de création de richesses durables. La majorité des gens utilisent leurs connaissances uniquement pour exécuter des tâches. Ils appliquent ce qu'ils savent pour remplir un rôle, respecter des consignes, répondre à des attentes. Leur savoir sert à maintenir une position, pas à créer une opportunité. Ils n'envisagent pas que cette expérience accumulée année après année puisse devenir une source de revenus autonome. Pourtant, dès que tu comprends que le savoir peut être structuré, partagé et monétisé, ton rapport au travail change profondément. Le monde ne paie pas pour l'information brute, il paie pour la clarté, pour la solution, pour la transformation. Ce que tu sais a de la valeur uniquement si cela aide quelqu'un à obtenir un résultat. Et plus ce résultat est important, rare ou difficile à atteindre, plus la valeur de ton savoir augmente. C'est pour cela que l'expertise, même dans un domaine très spécifique, peut devenir extrêmement rentable lorsqu'elle est bien présentée. Au début, partager son savoir peut sembler inutile ou intimidant. On a l'impression que ce que l'on sait est banal, que tout le monde peut l'apprendre, que personne ne paiera pour cela. C'est une illusion. Ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour les autres. Ce que tu as mis des années à comprendre peut faire gagner des mois, voire des années à quelqu'un d'autre. Et ce gain de temps, de clarté ou d'efficacité a une valeur réelle. La clé est la structuration. Un savoir non structuré reste diffus et difficile à transmettre. Un savoir structuré devient un produit. Cela peut prendre la forme d'un cours, d'un livre, d'un accompagnement, d'un programme, d'un contenu pédagogique, d'une méthode claire.
Une fois structuré, ton savoir cesse d'être lié à ta présence constante. Il peut être diffusé, répété, utilisé par des centaines ou des milliers de personnes. C'est à ce moment-là que le savoir devient un système. Tu peux enseigner une fois et impacter longtemps. Tu peux écrire une fois et transmettre indéfiniment. Tu peux créer un cadre qui continue de produire de la valeur même quand tu n'es pas actif. Cette capacité à dissocier l'effort du résultat est au cœur de la liberté financière et intellectuelle. Un autre principe fondamental intervient ici. Facturer pour la transformation, pas pour le temps. Tant que tu vends des heures, tu restes dans un modèle d'échange limité. Dès que tu factures un résultat, un changement, une amélioration mesurable, ta valeur n'est plus plafonnée par l'horloge. Les personnes ne paient pas pour ta présence, elles paient pour l'impact que tu crées dans leur vie ou leur activité. Dans le monde actuel, les plateformes numériques amplifient ce levier de manière spectaculaire. Tu n'as plus besoin d'une grande structure ou d'un public immense pour transformer ton savoir en revenus. Un petit groupe engagé suffit. Quelques personnes qui obtiennent de vrais résultats grâce à ce que tu transmets peuvent créer une dynamique durable. La qualité prime largement sur la quantité. Il est essentiel de changer ta perception de ton travail. Ton rôle n'est pas d'être occupé, ton rôle est d'être utile. L'activité constante sans valeur claire est une forme moderne de distraction. À l'inverse, une contribution ciblée, même moins visible, peut avoir un impact bien plus grand. Lorsque tu te concentres sur la résolution de problèmes réels, ton savoir devient naturellement monétisable. Investir dans ton savoir est donc l'une des décisions les plus rentables que tu puisses prendre. Lire, apprendre, expérimenter, analyser, transmettre. Chaque compétence acquise élargit ton champ d'action. Chaque expérience vécue devient une matière première. Et plus tu transformes ce que tu sais en valeur concrète, plus tu t'éloignes de la dépendance à un salaire. Le savoir bien utilisé ne se contente pas de te faire vivre, il te rend libre. Il te permet de rebondir, de t'adapter, de créer dans n'importe quel contexte. Il peut traverser les frontières, les crises et les générations. Lorsqu'il est structuré, partagé et mis au service des autres, il devient un moteur de richesse durable et un fondement solide pour construire un avenir qui ne dépend pas d'un seul système extérieur. La 7e étape concerne un changement intérieur souvent négligé, mais absolument déterminant, l'état d'esprit. Tant que ta manière de penser est façonnée uniquement par l'emploi, par la recherche de sécurité et par la peur de l'erreur, ta capacité à créer de la richesse restera limitée, même si tu travailles dur. L'argent suit toujours la pensée avant de suivre l'action. Et si ta pensée est programmée pour obéir, attendre et éviter le risque, tes résultats reflèteront cette programmation. L'emploi enseigne des qualités utiles comme la discipline, la ponctualité et la fiabilité. Mais il installe aussi, subtilement, une mentalité où la sécurité passe avant la créativité, où l'approbation remplace l'initiative, où le gain immédiat écrase la vision à long terme. Sans t'en rendre compte, tu peux devenir excellent pour exécuter des ordres, mais hésitant dès qu'il s'agit de décider par toi-même. Or, la richesse exige exactement l'inverse. Initiative, vision et responsabilité. Les personnes financièrement libres pensent différemment. Elles ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une information. Elles comprennent que chaque tentative ratée contient une leçon qui affine la suivante. Là où beaucoup voient un danger, elles voient un apprentissage. Cette différence de perception change totalement la trajectoire d'une vie, car elle libère l'action. Celui qui n'ose jamais perdre, n'ose jamais gagner. Le risque, lorsqu'il est réfléchi, n'est pas l'ennemi de la sécurité, il en est le véhicule. Refuser tout risque, c'est accepter un risque bien plus grand, celui de rester immobile pendant que le monde avance. Les personnes qui construisent de la richesse apprennent à évaluer les risques, à les réduire, à les répartir, mais rarement à les fuir complètement. Elles savent que la croissance naît en dehors de la zone confortable. Le basculement commence souvent par une prise de conscience personnelle. Tu peux travailler dur, économiser, être prudent et malgré tout sentir que quelque chose te limite. Un plafond invisible. Ce plafond n'est pas financier, il est mental. Il vient de croyances répétées pendant des années. Je ne suis pas fait pour ça, c'est trop risqué, je n'ai pas assez de moyens, ce n'est pas pour moi.
Tant que ces idées ne sont pas remises en question, elles dictent tes choix. Reprogrammer ton état d'esprit demande un effort intentionnel. Cela commence par l'environnement. Tu deviens, consciemment ou non, le reflet des personnes que tu fréquentes. Si ton entourage voit des problèmes partout, justifie l'inaction et critique ceux qui osent, tu absorberas cette vision. À l'inverse, t'entourer de personnes qui créent, investissent et entreprennent élargit naturellement ton horizon. Leur manière de penser devient contagieuse. L'apprentissage joue aussi un rôle clé. Lire régulièrement sur la richesse, la psychologie, la stratégie, la négociation ou le développement personnel nourrit ton esprit avec de nouveaux modèles mentaux. Chaque livre, chaque idée, chaque concept devient un outil supplémentaire. Avec le temps, ces outils changent ta façon d'analyser les situations, de prendre des décisions et d'anticiper l'avenir. Un autre point fondamental est la relation à l'erreur. Beaucoup voient l'échec comme une humiliation ou une preuve d'incompétence. Les bâtisseurs de richesse y voient un coup d'apprentissage. Une erreur n'est pas une fin, c'est un ajustement. Ceux qui progressent vite ne sont pas ceux qui échouent moins, mais ceux qui apprennent plus vite de leurs erreurs et corrigent sans s'attarder sur la peur. Changer d'état d'esprit, c'est aussi passer de la réaction à la création. Au lieu de subir les événements, tu cherches à comprendre comment en tirer parti. Au lieu d'attendre des instructions, tu formules des stratégies. Au lieu de demander la permission, tu prends l'initiative. Cette posture transforme ton rapport au monde. Tu n'es plus un simple participant, tu deviens un acteur. Le voyage du salaire à la prospérité ne commence pas avec un compte bancaire, il commence dans la tête. Tant que tu penses comme un employé, tes résultats resteront limités à ce cadre. Dès que tu commences à penser comme un créateur de valeur, les opportunités deviennent visibles là où il n'y avait que des obstacles. Ce changement intérieur est souvent silencieux, mais ses effets sont profonds et durables.